aussi, il y a une sorte de constance, de permanence, à savoir que dans le gouvernement de Benyamin Netanyahou, on a l'impression qu'il y a une sorte de conception particulière du cessez-le-feu. Et on l'a vu, par exemple, après la signature du cessez-le-feu avec le Liban. Donc Israël paraphe le cessez-le-feu, mais se réserve le droit d'intervenir et de bombarder des sites au Liban si Israël décide ou se résout à penser que ce sont des sites militaires qui pourraient être une menace pour Israël. Mais ça, très concrètement, Slimane, ça veut dire que la situation peut encore basculer à tout moment et que finalement les échanges d'otages et de prisonniers, otages israéliens et prisonniers palestiniens peuvent encore être interrompus. On n'est pas sûr d'arriver au bout de ce processus. Et la preuve en est, c'est que pourquoi est-ce qu'on a décidé qu'on libérerait les otages sur 6 semaines? C'est qu'il faut dire que d'abord, Israéliens et Palestiniens du Hamas ne négocient pas en direct, en se regardant dans les yeux, en étant assis autour de la même table. 2, il n'y a aucune confiance. C'est-à-dire les uns et les autres ne se font absolument pas confiance. Et le seul lieu où ils se rencontrent en général, malheureusement, c'est le champ de bataille. C'est pour ça que, étant en position de faiblesse, le Hamas a demandé et obtenu que les libérations se feront au compte-gouttes afin de voir si, pendant que les semaines passent, l'armée israélienne, par exemple, se retire des zones peuplées de Gaza jusqu'à quitter totalement le territoire. C'est que les deux protagonistes ne se font pas confiance. Aujourd'hui, la seule garantie que nous avons que ce processus va continuer, c'est la garantie américaine. Évidemment, il y a la caution qatarienne et la caution égyptienne de côté, mais le gouvernement israélien, et notamment Benyamin Netanyahou, on l'a vu avec sa conclusion de cet accord, n'est vraiment perméable qu'à la pression américaine. Oui, c'est normal, c'est l'Amérique qui paye. On a presque le sentiment aujourd'hui, et ce qui n'a pas forcément été le cas ces derniers mois, que finalement aujourd'hui, il a plus peur de la réaction de Donald Trump que de l'extrême droite israélienne, qui pourtant maintient la même pression depuis des mois. La position de l'extrême droite israélienne n'a pas changé. Ah oui, elle n'a pas changé. Il est possible que le retrait de l'extrême droite de la coalition ne remette pas en cause totalement la coalition. Pas toute l'extrême droite, c'est juste les ministres, l'ancien ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, et les ministres de son parti qui se retirent de la coalition gouvernementale. En revanche, M. Smotrich, lui, a décidé qu'il y restait. Pour des raisons patriotiques. Voilà. Très bien. Mais vous avez raison, c'est l'administration Trump. Et ça, c'est peut-être la grande surprise, parce que jusqu'ici, dans son premier mandat, Donald Trump a fait étalage d'un tel zèle pro-revendication de l'extrême droite israélienne qu'il a même dit, on l'a oublié, que les colonies n'étaient pas véritablement des colonies. Il a cautionné l'annexion du Golan syrien. Donc peut-être que Benyamin Netanyahou et ses amis s'attendaient à ce que Donald Trump accepte toutes leurs revendications. En fait, la grande surprise, c'est que Donald Trump, on peut vraiment dire en lisant la presse israélienne bien informée, a tordu le bras à Benyamin Netanyahou pour qu'il accepte de parapher cet accord. Et Benyamin Netanyahou, est-ce qu'il n'a pas intérêt justement à jouer aujourd'hui la montre pour pouvoir assurer sa survie politique, continuer d'assurer sa survie politique? Sa survie politique pourra continuer, perdurer tant qu'il y a le conflit. Parce que tant qu'il y a la guerre et qu'il est mobilisé sur le front, il est à l'abri des poursuites judiciaires. Mais le jour où le conflit s'arrête, il devra rendre des comptes à la justice de son pays. Et la justice israélienne est plutôt une justice indépendante. Elle a déjà envoyé en tôle un président et un Premier ministre.